Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, élection algérienne. Quelles conséquences pour la France ? En deuxième partie, à l'issue du débat national, quelle marge de manœuvre pour Macron ? Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est un essayiste et le fondateur de la maison d'édition Le Retour aux Sources. En tant qu'auteur, on lui doit entre autres Triangulation et Voir Macron, 8 scénarios pour un quinquennat. Le Retour aux Sources a publié dernièrement Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos de Christian Combaz et Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme. Pour ma part, j'apprécie aussi ses fiches de lecture qui commencent toujours par Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Plus sérieusement, il est partisan de la constitution d'une contre-société fractionnaire, c'est-à-dire une dissidence sécessionniste. Je vous demande d'accueillir Michel Drac. Bonjour monsieur, installez-vous. Merci. Bonjour à vous, bonjour, merci Michel Drac d'être avec nous pour ce nouveau Bistro Liberté. Je dois dire que nous sommes très fiers de nos téléspectateurs puisque sur les 2 derniers numéros de Bistro Liberté, notre invité était Philippe Pascot et précédemment Serge Ayoub. Ces 2 émissions ont dépassé toutes plateformes confondues. Plus de 100 000 téléspectateurs sont des records. Eh bien, c'est à vous qu'on les doit et je vous en félicite. Et j'espère que ce Bistro Liberté avec Michel Drac connaîtra la même heureuse finalité, c'est-à-dire plus de 100 000 téléspectateurs, et pourquoi pas plus. Michel Drac, merci d'être présent avec nous. Vous êtes un blogueur qui fonctionne particulièrement bien, et je m'aperçois quand même que quand on est un blogueur à succès, on n'est pas à l'abri des polémiques évoquant la révolte des Gilets jaunes. Vous avez déclaré, je vous cite, « Pour la grande majorité des Français aujourd'hui, les frigos ne sont pas vides ». Et on vous a reproché durement ce propos, dur d'être un blogueur. Oui, alors, si vous permettez, je voudrais juste rectifier avant de vous répondre un petit détail sur la présentation qui a été faite de moi. Je ne suis pas le fondateur du Retour aux Sources, je suis le cofondateur, c'est une équipe, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe, c'est noté, on le saura. Sinon, pour répondre à votre question, le problème qu'on a, je crois, aujourd'hui en France, c'est que si vous voulez, on a une population qui vous commence à voir le frigo se vider. Or, ce qui provoque la colère chez les gens, on peut le constater quand on constate les évolutions politiques des différents pays, ce n'est pas nécessairement la pauvreté dans l'absolu. C'est la sensation qu'ils ont de perte de pouvoir d'achat, voire de perte de sécurité quand ça commence à devenir sérieux. Donc, quand on dit qu'en France, les frigos, entre guillemets, c'est une métaphore bien sûr, ne sont pas vides, en tout cas quand moi je dis ça, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'il faut bien voir qu'à l'échelle mondiale, les problèmes des déciles inférieurs de la stratification des revenus en France ne seraient pas perçus par les personnes appartenant au décile inférieur de la stratification des revenus à l'échelle mondiale comme des problèmes de pauvres. Alors, ce qu'on m'a reproché, évidemment, c'est que quand on dit ça, on a l'impression que ce que je veux dire, c'est que les gens... relativiser, bien sûr. C'est que les gens ont tort de se révolter. Ils n'ont absolument pas tort. Il y a des raisons objectives et précises qui expliquent que les personnes des déciles inférieurs dans la stratification des revenus aujourd'hui en France, c'est de très gros problèmes, parce que quand vous êtes pauvre dans une société qui est organisée pour fonctionner dans la richesse, c'est beaucoup plus problématique que quand vous êtes pauvre dans une société qui est organisée pour fonctionner dans la pauvreté. Donc ce sont des gens qui ont des vrais problèmes. Simplement, à un moment, pour pouvoir faire une analyse, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, il faut être capable de réfléchir en termes absolus. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire que les gens ont tort de se révolter, ça ne veut pas dire que je veux dire qu'ils n'ont pas de problème, ça veut dire simplement que pour bien comprendre ce qui se passe, il faut avoir en tête le fait que quand vous êtes dans les déciles inférieurs de la stratification des revenus en France,
en général, vous êtes sur un niveau de revenus qui, dans beaucoup de pays du monde, vous classerait dans la classe moyenne, et même dans une classe moyenne aisée. Alors, cette phrase-là, je l'ai retenue parce qu'il y a une autre phrase concernant les Gilets jaunes et qui, là, est aussi une forme d'ambiguïté. Vous dites, c'est une insurrection légitime, mais qui n'est pas porteur de revendications réalistes. Et là, vous évoquez le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Pourtant, c'est un outil de réappropriation du pouvoir par le peuple. Alors, ça dépend en fait de ce qu'on appelle une revendication réaliste, et ça dépend de quoi on parle à l'intérieur des Gilets jaunes, parce que le mouvement des Gilets jaunes, déjà, est-ce qu'on peut en parler au singulier ? C'est pas sûr. Hein. C'est plutôt une dynamique générale qui a agrégé des mouvements assez divers. Quelles sont leurs revendications ? Je rappelle quand même que c'est assez drôle parce qu'on est parti d'une revendication qui tenait quand même pas mal à la révolte fiscale, à la contestation fiscale, et ça a glissé ensuite vers l'expression d'un malaise diffus, très général, et puis ensuite ça s'est recristallisé autour de la revendication du RIC, du revenu du référendum d'initiative citoyenne. Alors c'est quoi les revendications en fait déjà ? Quand je dis que le RIC aujourd'hui c'est pas forcément une démarche très réaliste, ce que je veux dire par là c'est que pour arriver au point où on a un peuple qui est vraiment capable de prendre en main son destin, il faut du temps, il faut une longue démopédie. Les Suisses, par exemple, sont dans une certaine mesure capables de le faire, mais les Suisses, ça fait des générations qui font fonctionner un système comme ça. Bon, or en France, on va avoir des problèmes à régler à court et moyen terme. Il faut bien commencer. Oui, j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. On fera le débat après, Francis. Non, mais on peut prendre l'avance. J'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. J'ai dit que c'est pas ça qui allait permettre, à mon humble avis, peut-être je serais très content de me tromper, hein, mais que c'est pas ça, à mon humble avis, qui allait permettre réellement d'enclencher la démarche dont on va avoir besoin dans les, à mon avis, 5 à 10 ans qui viennent, parce que je crois que la population française n'est pas mûre pour prendre en main son destin, en fait, aujourd'hui. On va rester sur ces questions des Gilets jaunes. Je vous présente Arnaud Danjou. Alors Arnaud Danjou, c'est un nouveau sociétaire pour Bistro Liberté. Il a plusieurs mérites. C'est tout simplement que c'est un jeune libraire d'une librairie formidable qui s'est montée depuis quelques mois, qui s'appelle la Nouvelle Librairie. C'est à Paris, c'est 11 rue Médicis, c'est dans le 6e arrondissement de Paris. Pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est à côté du Luxembourg et du Sénat. Il y a énormément de vie, il y a véritablement une réappropriation de la droite dans le quartier latin, et cela méritait d'être félicité et honoré en accueillant Arnaud Danjou. Bonjour Arnaud Danjou, merci d'être là. Et à vous de poser votre question. Merci Martial pour votre invitation et pour cette présentation tout à fait précise de notre librairie. Alors Michel Drac, bonsoir. Moi je regarde de temps en temps vos vidéos sur Internet. De temps en temps, pas tout le temps. De temps en temps, non, parce qu'il y en a beaucoup, vous êtes quand même très productifs. Mais elles sont toujours sympathiques parce qu'elles sont très synthétiques et elles permettent de s'y retrouver un peu plus facilement. Alors ma première question, donc portée sur cette révolte, sur cette révolte des Gilets jaunes, c'est le sentiment populaire va grandissant contre les forces de l'ordre en France, alors qu'on était traditionnellement la population française était plutôt dans une attitude bienveillante envers les forces de l'ordre, historiquement, même après notamment la Manif pour tous, même pendant la Manif pour tous. Alors, comment est-ce que vous voyez un peu quelle évolution possible entre l'hostilité qui va grandissante contre ces forces de l'ordre ? La situation qu'on a, c'est, je crois qu'on doit en être à une centaine de blessés graves ou quelque chose comme ça quand même. Du côté des manifestants, on a peu d'informations d'ailleurs sur ce qui arrive aux policiers. Moi, la sensation que j'ai, c'est que la plupart des policiers essayent tout simplement de faire leur boulot, qu'ils le font dans des conditions très difficiles, avec un mouvement protéiforme, sur lequel ils ne sont pas forcément bien informés, parce que je crois que le renseignement territorial a été complètement pris de court. Et donc à partir de là, il faut comprendre qu'une partie de ces bavures sont à peu près inéluctables. On est pour l'instant, je crois, sur un ordre de grandeur en termes de coûts humains qui est à peu près identique à mai 68. La différence quand même, c'est qu'en mai 68, il n'y avait pas tous les matériels actuels qui sont supposés permettre une gestion des foules à moindre coût. Donc ça soulève quand même quelques questions. À mon avis, et ce que je vais dire là, évidemment, ne signifie pas que les policiers, au sens large, sont concernés par mon propos. Je parle éventuellement de certaines personnes à l'intérieur des forces de l'ordre
de certaines personnes à l'intérieur du gouvernement, je pense qu'il y a une stratégie délibérée de pourrissement qui est assez évidente. On laisse rentrer des groupes de casseurs. Je pense que l'objectif, c'est essentiellement d'arriver à dresser les manifestants contre les policiers pour dresser les policiers contre les manifestants, et que la grande peur, logiquement, des dirigeants, c'est le moment où le CRS enlève son casque. Or, ça s'est produit en novembre, alors pas évidemment en face des Black Blocs qui sont là pour provoquer des incidents, en fait. À mon avis, c'est assez clair quand on regarde les quelques images qu'on a, que, comme par hasard, on les laisse rentrer dans le cortège alors qu'ils sont visibles comme des sapins de Noël, si j'ose dire. Comme par hasard, ils déclenchent des incidents. Et comme par hasard, quand les flics chargent, eux, ils sont déjà partis, quoi. C'est assez intéressant comme mécanique. Bon, mais en novembre, dans certaines préfectures, dans des coins un peu reculés du pays où il n'y a pas tant de monde que ça et donc les gens se connaissent entre eux, il y a eu des barrages de CRS où les CRS ont enlevé leur casque. Bon, je pense que les Black Blocs, ils sont là pour que ça n'arrive pas, quoi. Question, Francis Bergeron, Oui. quotidien présent, vous aviez déjà la volonté de batailler avec Michel Drac, à vous l'honneur, allez-y. Oui, j'ai découvert votre site, votre blog, avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai vu à côté de vous, sur la gauche, on voit un portrait d'Henri Béraud. Et ce qui est très amusant d'essayer de mettre le nom de chacun des personnages qui vous entourent sur ce mur d'images. Donc ça m'a bien accroché. Et mes questions sont très techniques, en fait. Elles portent sur ce blog. Moi, j'aimerais savoir à partir de quand... Il y a toute une rafale de questions, on va aller très vite. Mais à partir de quand un blogueur peut-il être considéré comme un blogueur à succès? Parce que j'ai compris que vous étiez un blogueur à succès. Moi, si. Bah si. Non, moi, je ne me considère pas comme un blogueur à succès, déjà. Un loser, alors? Ouais, peut-être, ouais. Un loser magnifique, alors. À succès, un loser à succès. Un loser à succès, oui. Comme Henri Béraud. Un oxymore, comme Henri Béraud. Ça commence bien, ça se termine mal. Enfin, j'espère que ça ne se terminera pas de la même façon. Parce Non, que j'espère aussi. Il a pris cher, quand même. On met sur l'île de Ré. Oui. On va voir ça comme ça. Allez, là, vous avez vu, vous êtes libraire, mais là, c'est très intello, ça, Non, mais ça je pourrais fonctionne bien. signaler que le livre de Bergeron, M. Bergeron sur Henri Béraud, est à la vente à la librairie. Mais Ah, mais vous êtes venu. Ah oui, c'est les pages pub. c'est Il va nous faire une page pub tous les 3 minutes. Donc, Oui, c'est bon, une nouvelle librairie, 11 rue Médicis, On s'était un petit peu arrondissement Paris. concerté avant. Non. Il apprend vite, le gamin. Ah, ben oui, le gamin, il est très vieux, cet homme-là. Alors, Francis, continuez. Blogueur à succès, non. Alors, poursuivez. Pas un blogueur à succès, alors. Je crois que simplement, il y a un chiffre que j'aime bien rappeler parce qu'il me fait toujours rire. Quand on dit, oui, on a réussi à faire un truc bien, on a touché 100 000 personnes, par exemple, pour des vidéos. Ah oui. Ce qui est très bien. 110 000 peut-être ce soir. 110 000, allez, on se soyons fous. J'ai lu quelque part qu'on estime qu'il y a 8 millions de personnes qui suivent régulièrement Cyril Hanouna. Ouais. Et alors Voilà, quoi. Disons que le succès, c'est quand on va gagner. Eh bien, écoutez, si j'avais des nœuds, je vous les mettrais dans le slip. On verrait si on arrive à 8 millions, mais pour l'instant, on va rester entre nous et sans les bruits. Allez, on continue. Alors, oui, En fait, je préfère qu'on reste à 110 000. J'espère moi Qu'est-ce qui aussi. fait, selon Il y a des vous, choix, qu'est-ce qui hein. fait le succès de votre blog? Moi, je vois plusieurs recettes, plusieurs éléments. Il y a votre verve, qui est assez sympathique. Il y a votre côté, parfois, un peu clownesque, provocateur. Je vous ai vu mettre des chapeaux successifs pour identifier des personnages différents. Vos références littéraires, c'est quand même très agréable pour quelqu'un qui aime la littérature, ou pour un libraire, je pense. Il y a votre supposée appartenance à un courant pas du tout mainstream. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de votre Heureusement qu'il y avait que 2 questions à poser. Oui. Mais Non, mais c'est J'en ai d'autres. une bonne question. Enfin, le succès, j'emploierais pas ce terme-là. Disons, qu'est-ce qui fait qu'il y a une audience qui n'est pas tout à fait anecdotique? On va dire ça comme ça. Je pense que c'est simplement le fait que je m'amuse en le faisant. et que ça se voit. Et que ça se voit, ouais. Ben, c'est pas idiot comme réponse. Il y a la pas du durée tout. aussi. Et la durée aussi, Ouais. oui. Oui, mais la durée, ça peut être aussi justement un facteur négatif, parce que c'était un autre point, je vous l'évoquais, je terminerai ça. là-dessus. Allez, voilà, Je terminerai comme ça, la là-dessus. durée, ça peut être négatif. Dans le paysage Retenez ça. ultra-concurrentiel des blogs, le maintien d'un bon taux d'écoute nécessite des événements, justement. Et est-ce que ça vous expose pas à la tentation d'en faire trop, à la tentation d'être toujours plus extrême, toujours plus provocateur, toujours plus trash, borderline? Est-ce que c'est pas un risque? Voilà, c'est ma dernière question. Technique. Oui, c'est un risque. En même temps, moi, je cherche pas, en fait, à faire des grosses audiences.
Parce vous les faites quand même, tant pis. Ouais, non, mais d'abord, elles sont pas si grosses que ça. Et puis ensuite, si vous voulez, moi, ce que je cherche honnêtement, c'est plus à la limite que l'audience importante. C'est quand je vais regarder dans les commentaires, si je vois que statistiquement, il y a beaucoup de gens qui réagissent et j'ai vraiment déclenché quelque chose. À la limite, je préfère qu'il y ait 5000 personnes qui regardent un truc, mais ça va vraiment les aider, plutôt que 50 000, mais ils n'ont rien compris. Donc, c'est le coup des nouilles, quoi. Oui, bah voilà. C'est le coup des nouilles. Allez, Philippe Randa, votre question. Philippe Randa, félicitations, parce que j'étais à Rennes à la rencontre des téléspectateurs de TV Liberté, à Paris. Je serai la semaine prochaine avec Virgile où ça ? Ah, si, à Orléans, ensuite comment dire, dans le 94, ensuite à Reims. Et alors, ça se vend comme des petits pains, votre défi. Les vous verrez quoi, Liberté. On sera même un jour à une nouvelle librairie. Mais je crois qu'il est. C'est déjà le cas. Et donc, il est en vente à la nouvelle librairie. Allez, tous les 3 minutes, il va nous le faire. Philippe Randa, votre question, allez rapidement, parce que la durée, ça peut être négatif. Dans votre livre Choc et civilisation, vous considérez la théorie du choc des civilisations développée par l'américain Samuel Huntington comme une manipulation par l'utilisation qui en est faite. Vous parlez d'un simulacre visant à créer sa propre réalité, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans le découpage de Huntington, c'est ses bizarreries. Alors, bon, ça fait longtemps que j'ai lu son livre, mais il y a quelques choses assez curieuses, quelques détails, si vous voulez, où on voit très bien qu'il a tracé la frontière de façon un peu artificielle. Vous avez beaucoup de pays dans le monde qui sont difficiles à rattacher à une civilisation précise. Et en fait, moi j'ai lu... Alors le problème c'est que comme ça fait plus de 10 ans que je l'ai lu, j'ai plus exactement des détails en tête, mais ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que je m'étais dit en voyant ça, manifestement en fait ce qu'il propose implicitement, c'est une manière de présenter le monde qui va permettre de recréer en quelque sorte la configuration qui permet d'atteindre en termes géopolitiques l'objectif qui a toujours été celui des thalassocraties anglo-saxonnes, c'est-à-dire couper le heartland eurasiatique de son rimland. D'où, par exemple, une civilisation bouddhiste qui s'oppose à la civilisation chinoise. Bon. D'où, par exemple, une coupure artificiellement nette à l'intérieur de l'Europe. Donc moi, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux. C'est une certaine façon de présenter les choses. Mais j'ai lu ça comme une manière, en quelque sorte, si vous voulez, de dire, bon, on n'a plus les grands méchants communistes qui étaient quand même bien pratiques pour vendre, en quelque sorte, au rimland eurasiatique la nécessité de se raccrocher à la thalassocratie anglo-saxonne. Donc il va falloir qu'on trouve une autre façon de jouer sur les tensions à l'intérieur de l'Eurasie pour empêcher son union. En fait, il a créé une théorie pour la mettre en pratique ensuite, qu'elle se réalise ensuite. C'est ça, c'est un peu une prédiction, un peu une prédiction autoréalisatrice, mais à travers les catégories mentales qu'il essaye de créer, quoi. Et vous pensez que la réalité est en train cette virtualité est en train de devenir réalité ou pas ? Le fait est que, pour l'instant, l'Ukraine est en train de s'éloigner de plus en plus de la Russie. Le fait est que les Polonais, en tout cas, en sont à dire aux Américains qu'ils sont prêts à payer pour une division blindée américaine implantée en Pologne. En partie, ça marche. En partie seulement, cela dit. C'est ce qu'avait dit Jacques Chirac. Je ne crois pas au choc des civilisations, mais je crois qu'il y a des gens qui veulent le provoquer. Une fois que Chirac disait un truc intelligent, vous le soulignez quand même. Ça, vous avez bien fait de le citer. Puis vous vous en souvenez de ce qu'il a dit. Philippe Randa, une autre question. Autre chose, vous dites séparatiste. À nouveau, je vais vous poser la même question, c'est-à-dire séparatiste. Vous êtes un séparatiste. Oui, alors bon, parce qu'il faut bien donner un nom aux choses. Bon, en fait, si vous voulez, mon opinion, c'est qu'on ne peut pas vraiment, aujourd'hui, lutter contre la dynamique générale du système telle qu'elle fonctionne dans nos sociétés. Je veux dire par là que personne, même pas les dirigeants à mon avis, ne peut vraiment aller contre cette dynamique générale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon.
Alors on peut essayer évidemment de s'adresser au grand public, on peut essayer de s'adresser aux 8 millions de spectateurs de M. Hanouna. Il faut le faire, je veux dire, c'est d'accord. Mais enfin, il ne faut pas se faire d'illusions, ça ira pas très loin. Par contre, même si on n'est que 100 000 en face des 8 millions, on peut déjà faire quelque chose pour les 100 000 eux-mêmes. Et le fait de faire quelque chose pour nous, dans un premier temps, c'est pour nous-mêmes, mais à long terme, c'est une démarche politique. Je veux dire, ça recrée une extériorité au système. Ce que j'appelle moi une communauté. Une communauté. Ça vous va comme terme? Oui, une contre-culture. Régis Debray avait dit en son temps que ce sont toujours les minorités qui font avancer les choses, jamais les majorités. C'est clair. Bon, c'est plutôt rassurant. Nicolas Gauthier, vous aviez la parole pour Boulevard Voltaire et je vous en prie, posez vos questions. Vous parlez souvent d'économie, il y a quelque chose qui a dû vous intéresser. Dans le Figaro Magazine, il y a un entretien passionnant entre deux Alain Minc et Alain de Benoît, où ils parlent du système capitaliste. Et de Benoît répond, dit, beaucoup imaginent le système capitaliste de manière complotiste en recherchant un bouc émissaire, les méchants banquiers, les grands manipulateurs, etc. Mais ceux qui en profitent ne sont pas nécessairement ceux qui le dirigent. La vérité est qu'ils se dirigent tout seuls. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et d'ailleurs, Marx disait effectivement, c'est un sujet automate. Oui, la particularité effectivement du capitalisme, c'est qu'on peut le voir comme une idéologie. Cela dit, il n'a pas besoin d'un appareillage idéologique explicite pour fonctionner. Là, vous êtes d'accord avec Alain de Benoît, là? Alors, assez, oui. Maintenant, il y a une question qu'Alain de Benoît, enfin, j'ai pas lu cet entretien, donc je ne sais pas, mais qui n'est pas en tout cas dans la citation que vous donnez. Je suis plus très sûr qu'aujourd'hui, on soit vraiment encore dans le système capitaliste au sens classique du terme. Parce que, si vous voulez, le problème de l'époque que nous vivons aujourd'hui, spécifiquement... C'est par rapport à l'époque de Marx, oui, c'est du post-capitalisme ou un néo-capitalisme. À l'époque de Marx, effectivement, ça, il n'y a pas de problème. Il y a un truc qui s'appelle le capitalisme concurrentiel libéral, il a des règles, etc. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est relativement simple. Mais aujourd'hui... Parce que dans le système capitaliste, ça marche, le système capitaliste. C'est la différence entre le capitalisme et le communisme. Le capitalisme, ça marche. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça c'est un autre débat, mais ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a une contradiction interne, on le sait. Le système n'est pas cohérent en lui-même, mais il a un remède à sa contradiction interne, ça s'appelle les cracks. Moi, je me souviens très bien que pendant mes études, j'ai fait une école de commerce, mais à culpa, j'avais un prof de finance, qui était un Anglais, et un jour, il nous avait résumé le système capitaliste, alors, mais vraiment le pur anglais, si vous voulez, ancien d'une grande banque de la City, je ne sais plus laquelle, et il nous avait dit, voilà, le capitalisme, ça marche parce que rien n'est gratuit, et il n'y a pas de pitié pour les canards boiteux. Et c'est exactement vrai, c'est-à-dire que, comme rien n'est gratuit, et qu'il n'y a pas de pitié pour les canards boiteux, quand la contradiction interne a fait gonfler une bulle, qu'on ne sait plus comment s'en sortir, on détruit du capital en excès en flinguant, entre guillemets, les canards boiteux. Ça fait des belles faillites avec des gens qui sautent par les fenêtres à Wall Street, et ça marche. C'est violent, c'est brutal, mais ça marche. Seulement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en 2008, on n'a pas flingué les canards boiteux. Donc, est-ce qu'on est encore dans le capitalisme? J'en suis pas sûr. Alors, cela dit, ce que dit Alain de Benoît est vrai sur le capitalisme. Mon problème, c'est que je ne sais plus dans quoi on est aujourd'hui. Allez, les dernières questions. Nicolas Gauthier, et puis je repasserai la parole à Arnaud. Toujours dans le même registre, parce qu'on parlait effectivement, de Benoît évoquait le complotisme. Dans un entretien publié de son vivant, le défunt Emmanuel Ratier, lui préférait évoquer à la figure d'un grand tireur de ficelle le simple rapport de force entre des réseaux, des lobbies, et entre surtout le pouvoir politique et le pouvoir économique. Aujourd'hui, où on est ce rapport de force? Est-ce que le politique domine encore, ou est-ce que même le monde économique, est-ce qu'il arrive encore à se dominer lui-même? Là, pour l'instant, la question que je me pose, moi, si vous voulez, sur Macron, c'est... on voit très bien que c'est comment dire, il y a un groupe de gens qui ont soutenu Macron. C'est pas une personne ou un seul réseau qui a soutenu Macron, qui a rendu possible la République en marche, etc. C'est un groupe de gens. La question, c'est quel est le groupe moteur? Il y a 3 pistes à ce stade. Macron vient de la banque Rothschild. Alors, étant donné que la banque Rothschild est située, je crois, juste à côté de l'Élysée, l'adresse de la banque Rothschild, je crois que l'Élysée c'est 54 et la banque Rothschild c'est 56 ou un truc comme ça. On peut se dire que la banque Rothschild joue un rôle.
Mais apparemment, Macron a aussi été sponsorisé par Xavier Niel, et derrière Xavier Niel, Bernard Arnault. Là, on est tout simplement dans le capitalisme français de base. Et puis, il a été quand même, au départ, bien aidé par BFM. Donc, derrière, c'est Patrick Drahi. Donc, a priori, derrière, on se dit que c'est des réseaux pro-israéliens. Donc, derrière tout ça, on a la puissance financière, la puissance, on va dire, entrepreneuriale, et une puissance géopolitique. C'est un entre-là, mais c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui est prédominant là-dedans? Je ne sais pas. Je pense que c'est un entre-là. Un entre-là. Arnaud Danjou, c'est vous qui posez la dernière question? Absolument. Alors j'ai remarqué donc, que vous vous intéressez beaucoup à la collapsologie, qui est donc l'étude de l'effondrement des civilisations. C'est un sujet qui est un peu à la mode, mais entre catastrophisme à la petite semaine et aveuglement face à l'écocide structurel, pour moi, qui découle du capitalisme, mais dans lequel nous nous trouvons, quel juste milieu trouver finalement, quelle voie trouver pour la collapsologie? Déjà, je crois que... J'ai appris un mot ce soir, collapsologie. Voilà. On n'est pas chez Hanouna ici. Hein. Ah non, là, je sens que... Il y a des mots savants. Hein. Là, je patauge dans les nouilles, là. Déjà, on n'a aucune certitude. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire... Il y a des tendances un peu lourdes, quand même. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous cherchez aujourd'hui à édifier un scénario possible, vous cherchez à circonscrire le champ des possibles. Et vous réfléchissez, là, est-ce que dans 20 ans, on sera revenu au 19e siècle? Ou est-ce que dans 20 ans, on sera dans une utopie hyper technologique, absolument invraisemblable? En fait, les deux sont possibles. Et même les deux peuvent avoir lieu en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une partie du monde qui peut revenir au 19e siècle et une autre partie qui peut s'en aller vers... On ne sait pas. Donc, moi, en général, j'ai tendance, si vous voulez, à appliquer le critère... qu'on applique en situation d'incertitude absolue avec des événements fatals potentiels, c'est-à-dire le critère de minimisation du risque maximum. C'est-à-dire minimisation du risque maximum. Parce que j'ai appris collapsologie, là, c'est bon, mais maintenant il me faut encore une petite explication de texte. Quand vous devez prendre une décision, vous avez plusieurs critères de décision possibles. Vous avez le critère le plus instinctif, c'est la maximisation de l'espérance de gain. Voilà. Et puis, quelquefois, vous êtes dans un environnement très incertain où vous avez une probabilité non négligeable d'événement fatal. D'accord? C'est-à-dire que si ça se produit et que vous n'avez pas pris vos précautions, vous êtes mort. En général, dans ces cas-là, on essaye de minimiser le risque de ne pas être couvert dans cette optique, quitte à renoncer à une partie de ses gains potentiels. Bon, moralité, buvons un coup et attendons que ça se passe. Moralité, prenons nos précautions, quoi. Prenons nos précautions. Sortons couverts. Alors, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour évoquer le premier sujet, les élections algériennes, quelles conséquences pour la France, avec notre invité. Alors, vous savez que Ignace, bien croque chacun des invités, et vous pourrez lui casser la gueule à la sortie. Voilà, Michel Drac qui est notre invité et que l'on retrouve dans quelques instants. On va regarder ensemble le premier sujet. Élections algériennes. Quelles conséquences pour la France? La contestation des Algériens contre le président candidat Abdelaziz Bouteflika peut désormais aboutir à l'embrasement de cette région stratégique du Maghreb. Devant une telle situation, quelles peuvent être les conséquences économiques, politiques, diplomatiques et sécuritaires pour la France? Comment agir ou réagir? J'ai lu, Michel Drac, j'ai lu d'un journaliste ce thème, l'affaire algérienne peut être notre tombeau, le tombeau de la France. Tant il est vrai que les relations entre les deux pays sont des relations à la fois très compliquées et bien évidemment très passionnelles. Est-ce que cette 5e candidature de Bouteflika, l'ex-égorgeur et tyran, est détonateur d'une situation qu'on ne voulait pas voir venir, qu'on avait mis sous le tapis, et puis qui nous explose vulgairement en pleine gueule?
Écoutez, vous me posez la question à moi, je suis désolé de vous dire ça, mais le problème c'est que je ne parle pas arabe, je ne suis jamais allé en Afrique du Nord, donc je ne suis pas forcément compétent sur la question. Mais beaucoup sont venus vous voir quand même de façon à ce que vous puissiez avoir un point de vue sur l'Algérie, en France. Je peux avoir un point de vue, mais le problème c'est que réellement je ne connais pas ce pays. Moi pour l'instant j'attends la suite des événements, parce que si vous voulez, ça c'est des pays qui sont caractérisés par une opacité extraordinaire des réseaux de pouvoir. Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en Algérie, il n'y a pas de dictature de la transparence. Hein. Ça, au moins, c'est un fait acquis. Hein. Je regardais sur Bouteflika, par exemple, on a du mal à savoir s'il est encore marié, s'il a divorcé. S'il est encore vivant. S'il est encore vivant, s'il ne l'est pas. Voilà, alors, là, la Tribune de Genève disait, on est en train d'enregistrer le mercredi soir, qu'il était dans un état critique. Ça n'empêche pas d'écrire des communiqués, de les faire lire. Donc, c'est un état critique plutôt satisfaisant. Il minimise les risques aussi, lui, semble-t-il. Est-ce qu'il met ouais, mais si ça se trouve, en fait, ils l'ont momifié et ils le promènent sur un... Ça peut être ça aussi. Non, mais en fait, il faut un petit peu attendre, je crois aussi, parce que... Bon, c'est sûr qu'il y a dans ce qui se passe là-bas, il y a des événements spontanés, c'est sûr. Enfin, je veux dire, si on se met à la place des Algériens, en fait, leur pays c'est un pays qui a un vrai problème. Hein. Là, je regardais, il y a 4 ans, ils avaient 200 milliards de dollars de réserves de change, et aujourd'hui, il leur en reste 100 milliards. Donc si on prolonge la courbe, ça veut dire qu'en 2023, il n'y a plus de réserve de change. Ça veut dire qu'à partir de 2024, l'État ne peut plus acheter la paix civile et la paix sociale. Aïe. Bon. Donc ils ont des vrais problèmes, et c'est sûr qu'ils ne peuvent pas tellement compter sur le rutilant Bouteflika pour les régler, ça, d'accord. Donc il y a une part de spontané, je crois, mais qu'est-ce qui est spontané et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que ça peut aussi être piloté en partie de l'extérieur. L'Algérie est un pays important sur le plan géopolitique. Bon, allez, si on trace une ligne, Téhéran, plus ou moins Bagdad, c'est pas très clair, Damas, ça c'est relativement clair, Beyrouth, et qu'on la prolonge, ping, on arrive à Alger. Il y a peut-être des gens qui voudraient que la ligne puisse pas être prolongée. Donc, on va voir la suite des événements. En tout cas, moi, je ne crois pas personnellement qu'une catastrophe algérienne serait nécessairement le tombeau de la France. Voilà. Je pense qu'effectivement, c'est pas une bonne nouvelle si jamais c'est le bordel là-bas, parce qu'on a besoin de tout sauf de ça. Mais bon, il ne faut pas s'exagérer. Si on dénombre environ 1 million de binationaux franco-algériens, si on élargit à leur famille, on atteint le chiffre de 15 millions de personnes au total, ce qui pourrait permettre à 15 millions de personnes, légalement, de demander à venir en France pour y être protégés. Ça, c'est une donnée concrète. Si je peux me permettre de vous interrompre, il y a quand même eu la guerre civile dans les années 90 qui a fait quand même 260 000 morts. Il y a eu assez peu de réfugiés algériens en France. Ça, vous n'en savez rien, en fait, dans la réalité. Vous n'avez pas les chiffres. Effectivement, il y a des... Parce que la peur est un très bon moteur pour vendre des journaux. On dit oui, ça va être le tombeau de la France, ils vont arriver, ça va être des millions. Mais à l'époque où ils auraient pu arriver, ils ne sont pas venus. Vous savez combien il y a d'Algériens en France, vous, Nicolas Gauthier? Personne ne le sait parce qu'entre les... D'accord. Non, c'est pas ça. Donc vous me donnez des chiffres, mais vous me dites que vous ne les savez pas. Mais on sait en revanche, avec les visas, quand il y a 10 ans de guerre civile, le Quai d'Orsay, les ambassades savent combien de demandes de visas, combien sont accordées. Donc effectivement, à l'époque, ça s'est compté en centaines de milliers. Combien il y a d'Algériens français aujourd'hui en France, entre les binationaux, ceux qui sont nés de première deuxième génération, oui, ça se chiffre en millions. Mais dire, ça va être le tombeau de la France. 5 millions d'après Le Monde en 2014, 5 millions. Est-ce que, Philippe Randa, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Et puis je vous redonnerai la parole quand vous voudrez, bien sûr, Michel Drac. Pourquoi pas? Mais là, on parle d'une élection qui n'a pas encore eu lieu, mais qui fait peur. Alors, on ne sait déjà pas quels seront les candidats. Il y a effectivement Bouteflika, et on trouve scandaleux que Bouteflika, qui n'a que 81 ans, ce qui peut paraître beaucoup, mais finalement pas tant que ça. Écoutez, Trump a 72 ans, il va briguer probablement un deuxième mandat. Et puis on a un ancien candidat à la présidentielle qui était né en 1928 et qui avait 79 ans à l'élection présidentielle en 2007 et qui est toujours député européen pour un mois ou deux encore maintenant, c'est Jean-Marie Le Pen.
voilà, l'âge de Bouteflika n'est pas un problème en soi. Sauf que si vous voyez pas Jean-Marie Le Pen à la télévision, c'est parce qu'on ne l'invite pas, parce que sinon il serait là. Il est en pleine forme, hein. En plus, et Bouteflika, ok, il est sur un siège roulant, on dit qu'il est peut-être momifié et tout, mais quand même l'enjeu d'une élection démocratique, c'est quand même que tout le monde puisse se présenter. Bouteflika veut se représenter. Alors de deux choses l'une, ou l'élection algérienne est une élection normale, légale, sans trucage, et dans ce cas-là, les Algériens font quand même ce qu'ils veulent. Ou alors c'est une dictature, les élections vont être truquées. Les 10 candidats qui sont en face sont tous plus ou moins proches du pouvoir. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a une trentaine de candidats déclarés, plus ou moins sérieux et tout ça, ce qui fait que ça divise complètement l'opposition. C'est le jeu de la démocratie parlementaire. En quoi est-ce que c'est scandaleux ? Moi, ce que je trouve plus scandaleux, c'est que des Algériens en France, par dizaines de milliers, manifestent en France pour une situation qui se passe en Algérie. Ça, c'est déjà le premier scandale. Et ensuite, dire que si Bouteflika devait être réélu, et a priori les sondages le donnent réélu malgré la situation, il y aurait brusquement 15 millions légalement qui pourraient prévoir leur venue en France, la demander en tout cas et venir légalement. À ce moment-là, effectivement, enfin, on va mettre les Français au pied du mur. Est-ce qu'on accepte 15 millions d'Algériens ? Il faut quand même demander aussi l'avis des Africains noirs, des Tunisiens, des Marocains, des Roms, de tous ces gens-là, s'ils vont accepter l'arrivée de 15 millions d'Algériens. Vous avez lu comme moi le camp des saints, vous savez comment ça se termine. Hein. On ne sait pas ce que vous avez dit. Ça peut aussi faire basculer enfin les choses, où on va voir... Tant que c'était les Syriens en Allemagne, les Français ont finalement pas trop bougé. Si, en Allemagne, ça a bougé, l'AfD a fait 100 députés de plus. Si quelques millions d'Algériens devaient menacer, entre guillemets, est-ce une menace d'accueillir ces braves gens ici ou pas, on verrait peut-être enfin la France réagir. Et là, peut-être le gouvernement et peut-être Emmanuel Macron dire non, c'est pas possible, parce que légalement, ils pourraient venir, mais on peut aussi dire non. Pour l'instant, le million de migrants en Allemagne, il est toujours là. Hein. Oui, il est toujours là, mais enfin, il y a une AfD qui est présente dans tous les Länder en Allemagne maintenant, et visiblement, ça rentre moins en Allemagne que ça continue de rentrer actuellement en France. Francis Bergeron. Moi, je ne suis pas du tout intéressé par la politique du pire que Philippe Randa évoque, en disant ça va faire réagir les Français qui viennent ou qui tentent de venir. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'ils viennent. Non, bon, moi je pense que on avait cru comprendre. Donc on était prêt à donner votre adresse pour qu'ils viennent chez vous. Oui, mais bon. À favoriser ce genre de mouvement, ça peut être extrêmement risqué. Moi je dirais que ce qui se passe en ce moment en Algérie est très intéressant pour nous sur le plan pédagogique. Mais en Algérie, j'entends. Sur le plan pédagogique. D'abord parce qu'on découvre ou on redécouvre que depuis 1962, on est dans un régime d'absence de liberté en Algérie. Parti unique, gérontocratie, les opacités de ces équipes. On est dans une dictature, on est dans un système totalitaire qui se pérennise. C'est intéressant de pouvoir le dire, et les Algériens le disent. Ça serait quand même un comble que nous on ne le dise pas au nom du politiquement correct, au nom de ces 60 ans où la gauche notamment a toujours considéré que ce qui s'était passé en Algérie, c'était la libération des peuples du tiers-monde. Ensuite, il y a la guerre civile qui menace. Or, cette guerre civile, c'est aussi intéressant sur le plan pédagogique de pouvoir rappeler, et je crois que tu l'as rappelé, que la guerre civile en Algérie a déjà fait 260 000 morts et qu'il y a eu plus de morts de ces guerres internes, et peut-être de celles qui vont venir, que de cette terrible guerre d'Algérie que l'on reproche à l'armée française et au gouvernement français depuis 60 ans et plus. Et puis, c'est aussi le message sur la colonisation, parce que finalement, ce pays, il est décolonisé depuis 1962, et c'est un sacré bordel. C'est un échec complet. C'est l'échec de la décolonisation, c'est l'échec de la prise en main de leur destin par les Algériens. Alors moi, à la différence de Michel Drac, je suis beaucoup allé en Algérie, surtout dans les années 90, pour des raisons professionnelles. Moi, ce qui m'avait frappé quand j'allais en Algérie, c'est d'abord que, évidemment, c'était un pays très jeune, avec énormément de jeunes gens dans les rues. Alors c'était surtout Alger, parce qu'en 90, c'était difficile d'aller, disons, trop loin en banlieue. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ces jeunes gens disaient tous, nos pères ont fait une connerie.
Et de quoi ils parlaient quand ils me disaient ça? Ils me disaient, ils ont fait une connerie de demander l'indépendance. C'est quand même... Moi, ça m'a frappé. C'est exactement comme à Madagascar, quand on nous disait, du temps des Français, il y avait 3 qualités de riz. Aujourd'hui, il n'y a pas de riz. Donc, où il y a une qualité très médiocre. Donc, c'est assez... Pédagogiquement, c'est intéressant. On ne va pas refaire l'histoire, mais c'est quand même intéressant par rapport au politiquement correct, par rapport à tout ça. C'est intéressant de profiter de ce moment pour faire passer un certain nombre de messages, notamment sur la colonisation et la décolonisation. La situation de l'Algérie aujourd'hui, c'est quand même la faute des Algériens, ou du moins du gouvernement algérien. C'est la faute du FLN, ce n'est pas la faute des colonialistes, ce n'est pas la faute des pieds noirs, ce n'est pas la faute de la France. Le débat n'est pas là dans l'élection algérienne. Je suis désolé, tout ce que vous dites, j'y adhère parfaitement, sauf que c'est pas le débat actuel de l'élection algérienne. Ils se bagarrent pas là-dessus. C'est pédagogie pas... déjà. Oui, mais que nous on puisse... Après, on parlera des solutions. Nicolas Gauthier, je vais peut-être laisser parler Arnaud Danjou, et puis après, je vous donne la parole. Arnaud Danjou. Moi, je m'en suis remis pour préparer cette émission aux analyses en fait de Bernard Lugan, qui est l'africaniste que je crois que vous avez déjà reçu ici d'ailleurs. Oui. Et je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas croire ces analyses. Ce qu'il nous dit Bernard Lugan, tout simplement, c'est en fait qu'on va dans un saut, c'est vraiment le grand saut dans l'inconnu, puisqu'effectivement, donc on a ce clan Bouteflika qui est en place depuis très longtemps, et puis un énorme ressentiment en fait de la part de la population envers tous les profiteurs du régime, FLN en tête. Il y a un énorme taux de chômage chez les jeunes, il y a quand même un épuisement des ressources pétrolières aussi en Algérie, alors que le pays vit quand même beaucoup dessus, et puis il y a toujours cette ancienne fracture culturelle entre les Arabes et les Berbères. Donc si on s'intéresse, nous, du point de vue français, quelles peuvent être les conséquences pour nous? Simplement que plus d'instabilité, ça peut peut-être créer aussi plus d'immigration. Oui, mais les conséquences économiques, bon, ça, c'est 10% de notre gaz dans tous les cas, sûrement plus cher que les autres d'ailleurs. Mais par exemple, il y a une conséquence assez simple, c'est qu'on travaille avec les Algériens sur la lutte contre le terrorisme, plutôt de manière assez efficace. Oui, effectivement, quand j'évoquais donc cette fracture déjà entre Arabes et Berbères, mais il y a aussi les islamistes en fond. Et que je suis pas un spécialiste de géopolitique ni de l'Algérie, mais grosso modo, un pays qui est de l'autre côté de la Méditerranée pour nous, qui a déjà un certain nombre de personnes qui vivent chez nous en situation régulière ou pas d'ailleurs, mais qui sont immigrés extra-européens et qui ne sont pas de notre culture. Un peu de déstabilisation chez eux, généralement, pour tous les pays africains, un pays déstabilisé, chez nous, ça finit toujours en plus d'immigration en Europe. Donc que ce soit en France ou dans un autre pays d'ailleurs, européen, ça nous pose problème en fait. L'idée que mettait Philippe Randa, même sans la souhaiter, d'une arrivée massive d'immigrés par avion, par bateau, c'est d'ailleurs pas un fantasme, parce que les autorités administratives et les cercles militaires ont travaillé depuis des mois sur cela. C'est-à-dire, quand on dit on a peur, pas moi qui ai peur, c'est l'Élysée, enfin, je veux dire, c'est le gouvernement, c'est l'Europe. Moi, j'en tirais juste une conséquence. Est-ce que cette idée-là vous paraît, s'ils viennent, ça va réveiller les peuples qui vont... Non, je dirais, il y a un adage populaire qui dit que la politique du pire est toujours la pire des politiques. Alors, tout simplement, non, je pense que s'ils ne se sont pas déjà réveillés avec le nombre de migrants qu'on a aujourd'hui, c'est que ça va être difficile de faire quelque chose pour ceux qui ne sont pas encore réveillés. De 1999 à 2014, 840 000 Algériens ont quitté le pays. Ils ne sont pas allés tous en France, 840 000. Non, mais alors, sur l'histoire des élections, je pense qu'on focalise trop sur la personne de Bouteflika, parce que lui, il est là, mais il est interchangeable. En fait, ce qui se passe, c'est un... Non, pardon, Nicolas. Excusez-moi, je vais couper. Alors là, je vais me faire disputer. Mais s'il était interchangeable, pourquoi il ne l'interchange pas? Pourquoi il ne le change pas? Et s'il est momifié, pourquoi il est toujours là? Il est interchangeable en ce sens où c'est un système qui se perpétue depuis 62. Et effectivement, il y a eu, mais il échange assez souvent, il y a même qui ont été assassinés. Bon là, il cherche un remplaçant. Son Bouteflika ne règne plus depuis longtemps, c'est son frère Saïd, qui par ailleurs dirige les services de sécurité, qui dirige le pays. Mais le problème... C'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2019, l'Algérie n'a jamais été aussi française, en fait. Et c'est vrai que ce qui se passe en Algérie impacte forcément la France. Mais c'est que... La France n'a jamais été aussi algérienne. Oui, on peut le dire aussi comme ça. Ça impacte aussi la France. Il se trouve que, un bref rappel historique, à la fin de l'influence ottomane, alors que l'influence occidentale va se faire sentir, il y a dans tout le monde arabo-musulman, ça s'appelle la Narda, la Renaissance, qui va donner lieu à un grand élan culturel. Ça va donner effectivement ce qui va devenir l'embryon du parti basse, donc du nationalisme arabe, des frères musulmans, une espèce de retour vers le passé, tenant compte de la modernité, et tout
cette effervescence intellectuelle va être écrasée par des régimes de reîtres. Alors, Jean-Pierre Philu, qui est un excellent auteur, parce qu'effectivement, Bernard Lugan est excellent sur l'Afrique noire, mais sur le Proche-Orient, je pense que Philu, c'est plus son domaine. Et a sorti un livre qui s'appelle « Généraux, gangsters et djihadistes ». Il essaie de trouver l'explication. Pourquoi est-ce que dans ces pays, en Algérie, en Syrie, en Turquie, à Bagdad, pourquoi se mettent en place ces types de régimes totalitaires galonnés? Lui fait remonter ça à la tradition de guerrière des Mamelouks, qui déjà à l'époque ont bousculé les régimes en place, les califats et les sultans. Et le problème, c'est que c'était ce système, effectivement, qui provoque régulièrement des soubresauts. Et là, c'est Kamel Daoud, le grand intellectuel algérien, il dit attention, les islamistes, c'est pas les enfants des révolutions, ce sont les enfants des dictatures. En Algérie, quand il y a les guerres civiles, ça commence pourquoi? Il y a les premières fois ils font des élections, et le parti qui a les élections, le fils, donc plutôt d'obédience frère musulmane, ça leur plaît pas. Les types vont en prison. Alors plutôt, c'est non, d'obédience frères musulmans. Enfin, oui. Le plutôt. Non, parce qu'il relativisé. on va pas rentrer dans les complexités, mais il y a une élection, tous les dirigeants sont en prison, effectivement, assez logiquement, il y a radicalisation de l'opposition, et donc il y a une guerre civile. Et là où ces régimes sont très doués, on le voit aussi en Syrie, c'est qu'ils soutirent depuis des décennies des millions de dollars à l'Occident au nom de la lutte contre le terrorisme, en disant si c'est pas nous, c'est les méchants barbus. Moyennant quoi, ils se comportent de façon encore pire. En nous disant, oui, avec nous, un régime laïque, on peut s'arranger. Et comme la France et l'Algérie, les réactions sont très complexes. Il y a le complexe du colonisateur et le complexe du colonisé. Donc, au nom de notre espèce de repentance permanence, on admet tout de ce pays-là, ce qui les fait quand même assez rire. Et on a fermé les yeux jusqu'à acheter le pétrole trop cher. On a fermé les yeux sur une dictature qui donne effectivement 10 ans de guerre civile. En Syrie, ça s'est aussi passé comme ça. Les émeutes ne naissent pas de rien. Elles peuvent être manipulées après. Mais si ce régime était différent, il n'y aurait pas eu non plus 6 ans de guerre civile. Est-ce que vous connaissez ce pays? Est-ce qu'il y a une autre carte, un plan B, par exemple, pour rejoindre l'Al-Mouradia, le palais présidentiel? Est-ce qu'ils vont jouer la carte du général El-Ghiridi, qui est l'ancien chef d'état-major des forces algériennes? Est-ce que c'est lui qui est prévu? Il me semble être le plus plausible. Pour le régime, ça peut être un plan B. D'ailleurs, vous remarquerez que Bouteflika, sa première promesse de campagne, si je suis élu, je m'en vais. Oui, ça laisse le temps au régime de voir quelle est la moins mauvaise solution pour eux. Mais tout ça, effectivement, est triste. Et de toute façon, on parlait beaucoup d'Algérie française, et personne n'impute au pied noir ce qui se passe aujourd'hui. Il faut quand même rester sérieux. Ce qui est sûr, c'est que en l'état, l'Algérie française, telle qu'elle était depuis le départ, restait comme ça. Je pense qu'on l'a perdue à sétif en 1945. Après, on peut toujours vous peser de la prospective. On peut rêver si Napoléon III avait pu, il voulait lui offrir la couronne d'un royaume français d'Orient, Abdelkader. Il se trouve que ça ne s'est pas fait. Mais enfin, en tout cas, oui, c'est vrai qu'en 2019, l'Algérie n'a jamais été aussi française qu'aujourd'hui. On évoquait Napoléon III, j'ai évoqué une autre grande personnalité française, Emmanuel Macron. Ça nous ramène à la France. Le président français a dit qu'il était dans une priorité absolue sur la question algérienne, donc il est sensibilisé à cela. Et la position actuelle de la France, rappelée par Jean-Yves Le Drian mercredi, c'est ni ingérence ni indifférence. Est-ce que ça vous paraît la bonne attitude de la France? Ingérence, je vois mal la France se livrer à une stratégie d'ingérence en Algérie. Déjà vu les résultats brillants qu'on a obtenus en Libye. Il se dit par exemple que Bouteflika, que la France a donné son accord pour qu'il soit candidat. Oui, et puis ça serait très très délicat. Vous imaginez le tollé, une ingérence française en Algérie. Mais de toute façon, quand on regarde la situation de l'Algérie, si vous voulez. La bonne attitude pour la France à ce stade, à mon avis, c'est wait and see. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qui va en sortir. Alors moi, je ne sais pas, encore une fois, je parle d'un truc, alors là, vraiment, je suis un peu mal à l'aise parce que... Je vous l'avais dit, effectivement, il leur reste 100 milliards de dollars pour acheter la paix sociale. Il leur reste, au rythme actuel de baisse des revenus... Il faut qu'ils prient pour que le pétrole remonte. Et puis il faut qu'ils puissent le produire aussi. Parce que leur production n'est pas brillante, parce que... Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ça, c'est le grand mystère. Mais apparemment, il y a des évolutions technologiques qui font que la carte des producteurs de pétrole est en train d'être rebattue très significativement avec le schiste. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Ça, c'est un grand débat. Ce qui est vrai que les Américains surveillent le pétrole algérien comme le lait sur le feu, quoi.
depuis longtemps. Oui, enfin, je sais pas. En tout cas, au rythme actuel, ça, c'est la grande inconnue. Hein, les revenus des hydrocarbures, c'est très fluctuant. Mais au rythme actuel, il leur reste 3 ou 4 ans, apparemment, pour continuer à acheter la paix sociale. Je crois que l'Algérie a pour donner une idée simplement, l'Algérie a un PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat qui n'est pas négligeable. Hein. C'est pas un pays pauvre, en fait. Ils ont 15 000 $ à peu près, je crois, par habitant. C'est le niveau du Brésil, en gros. C'est pas un pays miséreux. Mais le Maroc, qui est à côté, a, je crois, 10 000 ou un peu moins même. Donc on peut supposer qu'une fois que l'Algérie perd les hydrocarbures, comme ses fondamentaux ne sont pas très différents de ceux du Maroc, elle risque de se retrouver, en gros, au même niveau que le Maroc, sauf qu'elle n'est pas organisée pour ça. Sauf que c'est une société, d'après ce que j'ai compris. Des pays comme le Maroc, qui a une monarchie qui a évité justement la mise en place de cette mafia de généraux, d'ailleurs qui sont généraux, le plus gradé était adjudant-chef dans l'armée française, sauf qu'il y avait des femmes qui savaient coudre. Mais quand il y a une monarchie, oui, on évite. Enfin, en tout cas, on peut limiter ce type de processus. En général, les populations explosent, non pas en fonction de leur niveau de pauvreté absolue, mais de l'évolution de leur niveau. C'est-à-dire que un pays qui a l'habitude de fonctionner à 10 000 $ par habitant fonctionne à 10 000 $ par habitant. Un pays qui a l'habitude de fonctionner à 15 000 $ par habitant, s'il doit en 2-3 ans brutalement tomber à 10 000, bien sûr. C'est le problème de la France, d'ailleurs. Voilà. Et si ça arrive, eh bien, nous aurons quelques arrivées de jeunes Algériens. Ça vous fera beaucoup de copains, beaucoup de discussions en vue. Ce sont des gens de votre âge. Allez, on va parler d'autre chose et de quelque chose que vous connaissez bien, puisqu'on va parler de vous, de ce que vous faisiez à 20 ans. En 1988, quand vous aviez 20 ans, Michel Drac, le bloc de l'Est commençait sérieusement à sentir le roussi. Il faut dire qu'on est à 1 an de la chute du mur de Berlin. Lors de la 19e conférence du Parti communiste de l'Union soviétique, Gorbatchev propose une série de réformes constitutionnelles visant à dézinguer le parti. On introduit plus de transparence, c'est la glasnost, et une restructuration économique, la fameuse perestroïka, qui transfère aux entreprises des compétences du comité central. Dans les pays satellites, on sent bien que la main de fer de la Russie perd de la poigne, ce qui génère des révoltes ouvrières et des rêves d'indépendance. Dès 1988, il y a un sujet qui concerne cette fois l'ensemble de la planète. Il s'agit de la découverte du réchauffement climatique. Le 23 juin, lors de son audition devant le Congrès des États-Unis, le climatologue en chef de la NASA, James Hansen, expose le phénomène. 5 mois plus tard, c'est la création à Genève du GIEC, chargé de faire une synthèse des études scientifiques sur le réchauffement climatique. Ces travaux mènent en lumière la responsabilité de l'homme sur la dégradation du climat. Si le réchauffement est incontestable, on se baigne cet hiver sur la côte d'Azur, une polémique a vu le jour récemment sur l'origine de ce réchauffement. Une fronde menée par d'autres scientifiques qualifiés de climato-sceptiques et qui pensent que le climat subit naturellement des variations importantes. Ils prennent en exemple le petit âge glaciaire à la fin du Moyen-Âge dont on retrouve de nombreuses représentations dans la peinture. Même si, comme le dit la chanson, la misère est moins pénible au soleil, le 30 novembre, le revenu minimum d'insertion voit le jour. Le RMI institue un revenu pour 570 000 foyers défavorisés en France. Il atteint les 1 300 000 bénéficiaires en 2009, date à laquelle il est remplacé par le RSA. Aujourd'hui, le nombre d'allocataires dépasse les 2 500 000 personnes. Il est souvent contesté car son montant pour un couple avec 2 enfants avoisine celui du SMIC et dissuade donc de travailler. Côté culture, on a retenu pour vous la sortie du dernier empereur de Bertolucci, qui raconte la vie authentique du dernier empereur de Chine, couronné en 1908 à l'âge de 3 ans. Et là, c'est carrément plus fort que Macron. Ce film italo-sino-britannique est la première œuvre occidentale à avoir reçu la pleine et entière collaboration des autorités chinoises depuis 1949 et aussi le premier film occidental à avoir été tourné dans la cité interdite. Le film est à la dimension de la Chine. 6 mois de tournage, 19 000 figurants, 9 000 costumes et 300 techniciens italiens, anglais et chinois. Il est couronné par 9 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Il recevra aussi le César du meilleur film étranger. Le 11 juin, vous étiez peut-être au grand concert de Wembley pour réclamer la libération de Nelson Mandela.
À moins que vous y soyez allé pour la distribution. Dire Straits, Eric Clapton, Simple Minds, Sting, George Michael, Whitney Houston, Peter Gabriel, Eurythmics, Joe Cocker et plein d'autres encore. Cette messe de la bien-pensance est rediffusée dans 67 pays devant une audience de 600 millions de personnes. Une messe plutôt tradie si j'en juge par sa durée, 11 heures avant le Ite Missa Est, un final chanté par la cantatrice Jessie Norman, bien sûr. Et pour finir, un disque d'or français. Le clip est signé par Gesh Pati chez les éditions du Félin. Il se vendra plus d'1,5 million de disques, mais c'est EMI qui touchera en exploitant impunément le tube. Après 24 ans de procédure, la Cour d'appel de Paris vient tout juste de reconnaître que la société britannique avait acquis irrégulièrement les droits de la chanson. Mais elle n'a pourtant pas à réparer les préjudices causés. Cela veut dire en clair qu'à part la satisfaction d'avoir gagné, il n'y aura pas de rattrapage financier. Drôle de justice que la nôtre. Alors, la fin de l'Empire soviétique, la découverte du réchauffement climatique et la création du RMI, mais aussi la sortie du dernier empereur, la messe contre l'apartheid et le tube Étienne. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis? Michel Drac, 1988. Vous avez 20 ans, rendez compte, vous avez 20 ans, moi j'ai 20 ans, Arnaud d'Anjou a moins 6 ans. Qu'est-ce que vous faites à cet âge-là, à 20 ans? 20 ans jusqu'au 30 juin, je suis en classe prépa, donc je suis un étudiant qui bosse et qui fait pas que ça, mais presque. Vous faites quoi comme étude, pardon? Prépa HEC. Prépa, rien que ça? Oui, un jour, il faudra que j'en parle quand même pour rigoler, mais bon. C'est avec les élites mondialisées déjà à l'époque. Ouais. Et à partir du 1er juillet, donc ça y est, je suis rentré à l'école. Alors le système des écoles de commerce à l'époque avait un avantage qui a disparu aujourd'hui. Il était entendu que, on travaillait sérieusement en prépa, on travaillerait sérieusement la deuxième moitié de la scolarité en école de commerce, surtout à travers des stages d'ailleurs, et une préparation à ce qui se passait en entreprise. Mais il était entendu que la première année d'école de commerce, c'était l'occasion un peu de se relâcher et de faire la fête. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, non, d'accord. D'après ce qu'on m'a dit, c'est moins rigolo quand même maintenant. Et donc, qu'est-ce que je fais dans le deuxième semestre 1988? Je fais la fête, en gros. La fête? Ouais. Comment ça se fait, la fête, à 20 ans? Vous faites quoi comme fête? Parce qu'il y a fête et fête, hein? Je crois que c'est le genre de truc où on peut dire que si je prétendais m'en souvenir, ça prouverait que je ne l'ai pas fait, quoi. Ah oui, à ce point-là. C'est une vraie fête. Ah, c'est une vraie fête. Mais alors, dans ces conditions-là, il va falloir que je vous pose la question jusqu'au mois de juin. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passait en France et à l'international? Arnaud a retenu 3 notions: la fin de l'Empire soviétique, la découverte du réchauffement climatique, le RMI, le RSA. Qu'est-ce qui vous marque à ce moment-là? Tout ça? Une chose ou rien? Je me souviens d'une anecdote rigolote sur la chute de l'Empire soviétique, qui en dit long d'ailleurs. Quand en prépa HEC à l'époque, on avait une épreuve de culture générale. Et on avait des calls, c'est-à-dire 2 fois par semaine, on passait le soir avec un examinateur qui nous faisait passer un oral. Et je me souviens que lors d'un oral, j'avais cité devant un examinateur dont je ne savais pas qu'il était membre du Parti communiste français, mais je l'ai appris à cette occasion, je l'ai compris à cette occasion, j'avais cité Solzhenitsyn. Et le type m'avait saqué à la colle sur le thème, en gros, vous avez tort de citer des penseurs qui, je cite, ne sont pas objectifs. 1988, quoi. 1988. Voilà. Sinon, qu'est-ce que... Ne vous inquiétez pas, la France n'est toujours pas démarxisée non plus. Hein. On est en 2018. Hein, alors, non, elle a réussi à être en même temps restée marxisée tout en étant en plus néolibéralisée. Oui, on a pris le pire du pire. Voilà, et comme ça, on a fait... C'est chinois, ça. La synthèse du Oui, pire. c'est ça, très chinois. La découverte du réchauffement climatique, mais vous y croyez, ça, au réchauffement climatique ou quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas techniquement compétent. Je suis un peu frileux sur cette question. Pas mal. Disons que mes compétences en climatologie, c'est le zéro absolu, quoi. Donc, j'ai pas d'opinion, honnêtement. 0 degré, donc.
0 degré. Déjà d'expérience, ne pas avoir d'opinion, c'est déjà pour tous les chauffistes écologistes, vous êtes déjà un monstre. Hein. Oui. Rien que le fait de ne pas prendre position. Non, moi, je suis d'accord avec Philippe Randa. Je suis d'accord avec Philippe Le Randa. simple fait de la façon dont vous posez la question, est-ce que vous y croyez? On croit Déjà, en Dieu, on ne croit pas au réchauffement déjà, je suis climatique. coupable. On le constate ou pas. Oui, bien sûr. Mais il y a le réchauffement climatique, il n'y a pas de souci, s'il faut en passer par là. Pour pouvoir vous poser la question suivante, le RMI, le RSA. Alors ça, c'est du social. Là, vous voilà, votre fibre sociale. Nous revoilà dans ce... Non, mais en 1988, j'ai aucune fibre sociale. Je suis un petit con qui a jamais travaillé et qui a jamais souffert. Donc, vous n'avez pas une idée sur tout, parce que généralement, c'est ça. Mais vous ne voulez pas refaire le monde à cette époque-là. Vous êtes vraiment dans la teuf, dans la fête. Il n'y a rien d'autre qui compte. J'appartiens à ma génération. Je sais pas, en 88, je ne faisais pas que la fête. Mais vous n'êtes pas de la même génération. Bon, pas de la même génération, pas loin quand même. Soyez aimable si vous voulez que ça se continue, cette émission. Bon, alors, est-ce que vous allez au cinéma? Est-ce que vous êtes allé à Wembley? Ça, il y avait Whitney Houston. Moi, j'adore Whitney Houston. Honnêtement, je ne me souvenais pas que ce truc avait existé. Ouais, alors, Vous étiez trop bourré pour y aller, c'est ça? Probablement. Pourtant, bourré aller à Wembley, c'était possible. Ça se faisait, comme on il était disait, très possible, mais franchement, c'était pas le genre de musique que j'écoutais. Hein. Ah, vous écoutiez quoi comme musique? Alors ça pour m'intéresse. moi, les années 80, c'est quoi? C'est les Clash, les Smiths, en musique française... c'est Geshpati. Michel, je t'aime bien. Étienne. Étienne, pardon, c'est le même. Ouais, non, la musique française des années 80 était rigolote. Je dirais pas qu'elle était de bonne qualité, faut pas exagérer, c'était quand même un peu une boîte à rythme avec des types qui se faisaient plaisir dessus. Mais ça se prenait pas au sérieux et c'était marrant, quoi. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais pas à Wembley pour demander machin pour Nelson Mandela, désolé. Donc vous aviez acheté le disque de Geshpati. Ah non, avec un clip d'enfer, non plus. Bon, mais vous aviez l'album des Clash. Ouais. Bon. J'avais les Clash. Est-ce que vous alliez un peu au cinéma quelquefois quand même, entre 2 bouteilles et 2 verres? Est-ce que vous aviez le temps de fréquenter le grand écran, le dernier empereur, Bertolucci? Surtout que le cinéma de la fin des années 80 était bon. C'est une époque médiocre sur beaucoup de plans, très forte. Pour moi, il y a une forte baisse de niveau culturel à partir en gros de cette époque-là. Ça commence vraiment à bien partir en vrille. Le cinéma était bon. Kubrick était encore actif, les frères Cohen étaient arrivés, le cinéma français n'avait pas encore été complètement sinistré. Non, le cinéma était bon dans les années 80. Alors, je crois que vous m'avez dit qu'en fait, c'est pas le dernier empereur qu'on aurait dû choisir. C'était un petit film un petit peu avant, un année avant, c'était Full Metal Jacket, que vous avez refait en live, si j'ose dire, en direct. On peut le dire, avant le bistrot, on a discuté, et je racontais une anecdote rigolote, c'est qu'il y a un film que je peux pas oublier, c'est Full Metal Jacket. Et je pense que dans ma génération, tous les mecs qui l'ont vu et qui ont fait leur service militaire peu de temps après ne peuvent pas l'oublier. Parce que moi, ça m'a coûté 20 pompes. Parce que c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est Arnaud Danjou qui en a vu d'autres. Ça peut être beaucoup plus cher. Mais parce que forcément, quand le sergent Dumont, qui s'appelait, je m'en souviens encore, m'a fait le numéro classique du premier jour des classes, j'ai repensé à Full Metal Jacket et je me suis plié en deux, éclaté de rire naturellement. Ça, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Et c'est pour ça que j'oublierai jamais Full Metal Jacket. Le dernier film que vous avez été voir en 2018, 2019 Comme ça, juste pour info, répondez au questionnaire. Ça m'a pas marqué parce que j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, mais je sais déjà même plus lequel c'est vous dire. Ah si, c'est Silvio. Dites-moi, là Silvio et les Anne autres. Brassier revient avec tes présentateurs. Silvio et les autres. Silvio et les autres. C'est je crois qu'il s'appelle Sorrentino. Si ma mémoire est bonne, c'est sur... c'est à l'occasion d'une sorte de présentation, je dirais, poétique, très italienne, d'ailleurs très esthétique, de Silvio Berlusconi et d'une esthétisation de ces fameuses... D'accord, c'est Silvio. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, vous êtes resté sur les soirées fêtes. 88, soirée Bouga Bouga. Il y a une constance dont je vous félicite. Allez, j'ai les dessins, bien évidemment. Les dessins Michel Drac, youtubeur à temps complet et Bouteflicker à temps partiel.
Voilà, ça c'est pour vous. Cadeau. Martial Bild de Bistro Liberté, oui, craint l'invasion migratoire. Tiens bon, Abdelaziz, on boit tous à ta santé. Il ne manque plus que ça. Bon. C'est n'importe quoi. Philippe Randa d'Euroliberté, pour une Europe dans les étoiles plutôt que dans la Lune. Joli ça, hein, joli. Francis Bergeron souhaite longue vie à Bouteflika, mais surtout au quotidien présent, effectivement, qui a besoin d'aide en ce moment. À nouveau, Nicolas Gauthier de Boulevard Voltaire, pour Bouteflika, qu'il mentionne ce bijou de la culture algérienne, le Sidi Brahim, bien évidemment. À boire avec modération. Pas le vin le plus léger de la planète. Arnaud d'Anjou, de la Nouvelle Librairie. Tenez bon, Bouteflika, on a déjà assez avec les flux Antifa. Oui, ça, c'est sûr, et ils sont même passés par la Nouvelle Librairie. Ils ont été repoussés. Et puis alors là, sur Bouteflika, eh bien, notre ami Ignace s'est lâché 4 dessins contre la menace des barbus votés moustachus. Ouais, celle-là... C'est dingue. Comment Bouteflika se sent-il? Comme un mort, M-A-U-R-E, vivant. Voilà, superbe. Les présidents en fauteuil et en marche. Alors, Macron dit, alors Abdelaziz, ça roule? Et Abdelaziz répond, et toi, ça marche? Voilà. Et puis tiens, puisqu'on parlait des chanteurs des années 80, Bouteflika carbure avec Gloria Gaynor, I Will Survive. Voilà. Allez, on avance et on va parler, eh bien, d'Emmanuel Macron tout de suite, ça va changer. À l'issue du débat national, quelle marge de manœuvre pour Macron? Même si les chiffres de participation au débat national sont apparemment satisfaisants, il n'en reste pas moins que les Français n'attendent plus de bavardage. Ils veulent qu'on passe à l'action et aux décisions. Alors que pour l'exercice du débat ne soit pas vain, il faut que le président Macron présente des solutions et change de cap. Quelle est réellement sa volonté et sa marge de manœuvre ? Michel Drac, avec nous, vous avez écrit « Voir Macron » et vous dites tout de suite, dès le départ, Macron, c'est un illusionniste. Il va lui falloir beaucoup de tours de magie dans sa besace pour pouvoir s'en sortir de ce débat national et surtout de la marge de manœuvre qui est la sienne, qui est quand même très restreinte. Est-ce que vous pensez que la baraka peut être du côté de Jupiter ? Ben, c'est possible, parce que l'avenir est jamais prévisible. Mais franchement, si j'avais un pari à prendre, ce serait pas celui-là. Hein. Parce que là, ça se présente mal. Théoriquement, sachant encore une fois qu'on peut jamais rien prévoir, mais théoriquement, la deuxième moitié de son mandat va se dérouler dans un contexte économique beaucoup moins favorable que la première moitié. C'est-à-dire que pour l'instant, il a mangé son pain blanc. Moi, c'est ça qui m'a frappé, quoi. Je veux dire, il se retrouve avec un pays quand même dans un drôle d'état, alors qu'il a mangé son pain blanc. Les vrais problèmes n'ont pas commencé pour lui, probablement. C'est-à-dire, c'est quoi les vrais problèmes? Parce que lui, il dit, enfin son entourage dit, on a repris des couleurs, on n'est pas sorti de la crise, mais voilà, c'est sur le bon chemin. Ouais. D'ailleurs, les sondages le disent, hein, il y a une remontée. Oui. C'est retombé depuis. Hein. Oui, puis une remontée. Il est retombé. Ouais, les sondages, si vous voulez. Bon. Normalement, si on regarde la chronique des taux de croissance du produit intérieur brut à l'échelle mondiale, depuis 50 ans, si vous voulez, il y a à peu près une récession ou une baisse très sensible de la croissance tous les 9 ans. Et c'est assez régulier. Hein. Quand on regarde la chronique, on voit bien les inflexions à peu près tous les 9 ans. Donc la dernière fois, on a eu un phénomène un peu particulier en 2008 avec ce qu'on appelle un double dip, c'est-à-dire une rechute en 2011 au niveau de la zone euro. Si on imagine qu'on doit vérifier cette règle, ça veut dire qu'on va vers une récession en 2019-2020. C'est jamais une certitude, hein. Il n'y a jamais de certitude, mais logiquement, c'est ce qui va se passer. Si ça se produit, et je pense que ça va se produire parce que sinon la Fed n'aurait pas renoncé à ses hausses de taux aux États-Unis, donc ils doivent savoir qu'il va y avoir un retournement conjoncturel assez violent, ça va venir percuter une structure générale de la planète finance qui est totalement
déséquilibrés, encore plus qu'en 2008, avec des déséquilibres alors dont on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire, mais qui, si vous voulez, créent une instabilité générale très grande. Donc, ou bien Macron sera confronté à une récession, ou bien il sera confronté à une deuxième grande dépression. C'est le scénario macroéconomique le plus probable pour la deuxième moitié de son mandat. Encore une fois, jamais de certitude à 100%, ça n'existe pas. Mais c'est le scénario le plus probable. Là, si vous voulez, ça veut dire qu'il peut se retrouver dans la situation où s'est retrouvé Sarkozy en 2008-2009, avec l'obligation de faire des déficits budgétaires très importants, avec une hausse importante des taux de chômage, dans un contexte où il a une zone euro qui est déjà très fragilisée, avec une Italie qu'on a réussi à rattraper un peu par la Manche, on ne sait pas très bien comment. À mon avis, ça va secouer violemment, en termes de contexte économique général. Et par contre-coup, ça va avoir forcément des conséquences sur la vie quotidienne des gens. Or, les gens, ça c'est pas de la faute de Macron en l'occurrence, c'est pas de la faute des dirigeants. Les gens ne comprennent pas en général que les problèmes ne viennent pas forcément du dirigeant qu'ils ont devant eux. Eux, ils voient la situation telle qu'elle est. Donc déjà, en ce moment, alors que le contexte est en fait, depuis 2-3 ans, pas très porteur, il ne faut pas exagérer quand même, mais pas trop dégradé, il a les gilets jaunes dans la rue, il a la situation actuelle. Oui, la deuxième moitié de son mandat, ça risque d'être rock'n'roll, c'est ce que je me dis. Deuxième partie de mandat, rock'n'roll, mais dépression, récession. Sarkozy en était sorti, entre guillemets, médiatiquement vainqueur. On dit Sarkozy, il n'a pas réussi ceci, cela, à l'ouverture, le ta-ta-ta-ta, mais globalement, il a sauvé la France de la crise. Est-ce que Macron peut, c'est un illusionniste, c'est vous qui le dites, est-ce qu'il peut réussir ça ? Il a des qualités, indiscutablement, sinon il ne serait pas là où il est. Et peut-être qu'il saura prendre appui sur cette situation pour se poser en garant contre l'effondrement général, c'est pas exclu. Simplement, ce que je dis, c'est que c'est vraiment pas gagné. Et moi, c'est pas le pari que je ferais, parce que j'ai l'impression que ça passe plus. Je veux dire, en fait, Macron, en 2017, d'abord, je dois reconnaître une chose, je suis mauvais prévisionniste sur Macron parce que je me suis planté. Je ne crois pas tout le monde. Philippe Millot, le président de la chaîne, disait ça sera Macron, ça sera Macron. Il a organisé toute la chaîne pour faire tout sauf Macron, considérant que ça serait véritablement, dès le départ, je lui reconnais cette qualité-là parmi tant d'autres, mais celle-ci, c'est d'avoir prévu et d'avoir vu que c'était Macron. Et il a vraiment poussé l'ensemble de la rédaction. Ah, on peut l'applaudir, le président de la chaîne, on peut toujours l'applaudir. Ça, c'est inclus. Mais c'est vrai qu'il a eu, il faut lui reconnaître cette prescience. Je l'applaudis d'autant plus volontiers que moi je me suis complètement planté. C'est-à-dire que je me souviens, j'avais lu le bouquin entre guillemets Révolution d'Emmanuel Macron et j'étais arrivé à la conclusion que c'était la première fois que je lisais un bouquin et que quand j'arrive à la fin de chaque chapitre, je fais le petit résumé et j'étais infoutu de faire le résumé du chapitre que je venais de lire. Wow. Extraordinaire. Donc, Sa tribune sur l'Europe est pas mal, dans le genre hallucinogène. Voilà. Donc, on se tapait la tête contre les murs. Ouais. Mais moi, là peut-être je me replante encore, puisque je suis très mauvais dans cet exercice qui est comprendre les macronistes et la dynamique du macronisme. Ça nous permettra par contraste de savoir ce qui va se passer. Voilà, c'est ça, il faut me prendre comme une boussole qui marque c'est bon. Moi, je crois, peut-être je me plante, que en fait ça a marché en 2017 parce que les gens voulaient qu'on leur mente. Il y avait beaucoup de gens, en fait, qui voulaient qu'on leur mente, qui voulaient qu'on leur vende de l'illusion, et l'idée que, parce qu'il était jeune, si on continuait la même politique, ça marcherait mieux que quand c'était un vieux qui la faisait. Bon. C'est une drôle d'idée, mais je pense que les gens voulaient qu'on leur mente, ils voulaient qu'on leur dise que le système peut durer. Mais là, j'ai l'impression que ça passe beaucoup moins, quoi. Ça passe encore auprès d'une petite partie de la population, mais j'ai pas l'impression que ça embraye de la même façon. Arnaud Danjou, vous avez participé au débat national, bien sûr. Oui, non, mais cette histoire de grand débat, c'est surtout une façon pour Macron de se mettre en campagne et de se mettre en scène. Moi, je pense qu'en fait, le grand débat national, il a déjà eu lieu sur les ronds-points, finalement, et sur les ronds-points de toutes nos régions, là où ont manifesté les Gilets jaunes. Et s'il fallait en retirer quelque chose de cette première partie du mouvement, parce que ça semble un peu s'essouffler, et il n'y aura pas de grosse... Je pense que la sortie de crise, elle a commencé à être organisée, c'est-à-dire on laisse le mouvement un peu péricliter, un peu pourrir.
Et puis on verra bien s'il y a des soubresauts à nouveau, si ça reprend un peu, mais on est quand même sur une tendance, on va dire, à la baisse. Moi, là où je rejoins entièrement Michel Drac... Là, bientôt, le 16 mars, c'est ça, il y a une grande manifestation. Oui, c'est ça, je dis, on verra, il y aura sortie du peut-être débat des soubresauts. national, il y aura un grand acte, je ne sais plus combien, des Gilets jaunes. 18 ou 17, peut-être 18, ça, très bien. 17-18, là où je rejoins Michel Drac, en revanche, c'est sur ces positions, on va dire, sécessionnistes. Je pense qu'effectivement, une des choses qui va le plus ressortir de ce premier semestre, trimestre de mobilisation, c'est le fait que les gens ressortent dans la rue. Alors, ce qui n'était pas arrivé, je veux dire, la rue était un espace politique complètement mort depuis quelques années. Et le fait que les gens la réinvestissent, reterritorialisent la politique, c'est assez important, je trouve. Et effectivement, comme vous le rappeliez, Monsieur Drac, on ne gagne pas contre le système, on ne gagne pas une partie avec des gens qui définissent les règles, en fait, en face de vous. Et alors, il vaut mieux évidemment bien se déplacer en dehors du système et là recréer sa propre structure, sa propre communauté, qui sera en fait là quand le reste s'écroulera, quoi, par jeu de. Vous êtes vachement optimiste comme. Il faut. Tout va s'effondrer, il restera plus que votre communauté. C'est quoi votre communauté? Non, ça sera pas que ma communauté. Moi, la librairie. Non, mais s'il n'y a plus de lecteurs, ça sert plus à grand chose. Mais il faut être. Je pense qu'il faut être. Il faut regarder le futur avec réalisme. On n'est pas dans des. Ça va pas être. Je pense qu'il faut être pessimiste, mais pessimiste actif, quoi. Pessimiste actif. Francis Bergeron, oui. Vous êtes un pessimiste actif? Oui, on peut le dire. Mais disons que nous, à présent, on a ouvert le grand débat avec nos lecteurs. On leur a demandé de nous écrire, de dire sur quoi ils voulaient débattre et quelles étaient leurs revendications. Et on a eu beaucoup de réponses qu'on a publiées en général. Ces réponses, ces contributions au grand débat, c'était essentiellement sur des problèmes sociétaux, c'était sur la peine de mort, c'était sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur la PMA, la GPA, c'était sur tous ces thèmes-là, qui de toute façon sont interdits au débat. Donc déjà, il y a une frustration très importante et surtout un fossé entre ce qu'attend une partie des Français et ce qui sera proposé à l'issue de ce grand débat. Alors, sauf surprise considérable. Maintenant, la marge de manœuvre de Macron, nous pensons, l'équipe de Présent pense que cette marge de manœuvre... Alors, je me trompe peut-être, parce que moi je suis comme vous, je suis parti de l'idée que Macron ne serait jamais élu. Cette marge de manœuvre nous paraît extrêmement limitée. Voilà. Elle nous paraît très limitée pour la situation suivante. C'est pour la raison suivante, c'est que premièrement, il y a une situation économique catastrophique et je rejoins tout à fait ce que dit notre invité d'aujourd'hui. Il y a une crise qui est devant nous, qui n'est pas derrière nous, qui est devant nous et la France, notamment le gouvernement Macron sur les 2 premières années, n'a pas la présidence Macron n'a pas traité le problème du poids de l'État, du poids des charges de l'État. Nous ne sommes pas prêts, nous sommes moins prêts que la plupart des autres pays à affronter cette nouvelle crise qui commence à poindre. Ça, c'est le premier point. Alors ensuite, quelle est la fenêtre de tir ou quelle est la marge de manœuvre de Macron? La seule marge de manœuvre que je vois, que nous voyons à présent, c'est l'ordre contre le désordre. C'est le recours à Macron pour lutter contre le désordre dans la rue, c'est le recours à Macron pour rallier la droite sur le thème, un thème qui rappelle Thiers ou qui rappelle Clémenceau. Il faut que les gens ne manifestent pas, comprennent pas qu'on respecte la loi, etc. Donc on est sur ce terrain-là, et c'est le marqueur. Nous sommes le camp de la bourgeoisie contre le camp de la populace ou du populisme, comme ils disent eux. C'est le marqueur. Le business, sauvons le business contre le collectivisme qui menace constamment. Mais cette marge de manœuvre-là, cette position-là de Macron, ça apporte aujourd'hui dans les sondages, ça lui apporte 22%. C'est-à-dire qu'il y a 22% des Français, ce qui est très faible, qui suit Macron sur cette approche-là. C'est très Francis inquiétant. Bergeron, voilà. Il n'y a pas 22% d'autres Français qui suivent quelqu'un d'autre. C'est aussi une difficulté, non? Ah oui, bien sûr. Peut-être Marine Le Pen. Bien sûr. Peut-être Marine Mais Le Pen. je dirais qu'aujourd'hui, peut-être il n'y supérieur. a pas une majorité. On est un petit peu dans le schéma de Chirac
aux élections présidentielles de 2002, je crois, où il est élu, enfin il fait 20% au premier tour, finalement il fait 80% au deuxième tour, mais ces 20% l'ont fusillé. C'est-à-dire que, et là je rejoins à nouveau ce que dit notre invité, c'est qu'il a mangé son pain blanc, le Macron. Il a mangé son pain blanc parce que avec une minorité, d'abord avec une minorité de 22%, comment peut-il réformer? Comment peut-il poursuivre une réforme qui est absolument nécessaire? Pourtant, il fait preuve de volontarisme. Le 1er mars à Bordeaux, il a déclaré « Nous n'avons pas fait tout ce débat pour ne rien faire » et on nous annonce des mesures comme des décrets, des projets de loi, des chantiers avec les partenaires sociaux. Donc, est-ce qu'il y a vous le créditez de cette volonté de bouger les choses, d'avoir compris, ou est-ce qu'il n'a toujours pas compris? C'est vraiment un débat chez les Gilets jaunes. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un débat, je veux dire. Est-ce que vous pensez qu'il a compris quelque chose, ou tout ça, c'est de l'illusion? Il y a une part d'illusion, il y a aussi une part de conviction, ou de foi, d'espérance, mais pas de charité. Voilà. Philippe Randa. Moi, je vais prendre un peu le contre-pied de ce que vous venez de dire, parce que vous avez l'air tous d'enterrer déjà un peu vite Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a réussi une belle imposture lors de son élection présidentielle, c'est qu'il a fait croire qu'il mettait à mort l'ancien système, le PS et l'UMP devenu les Républicains. Donc ce fameux, pour faire simple, UMPS, alors que c'est lui le dépositaire de l'UMPS, c'est lui l'héritier de l'UMPS. Le PS, il est quasiment moribond, c'est-à-dire pratiquement enterré. Les Républicains, on le voit bien, sont en stade terminal. Tous les gens, toutes les têtes des Républicains se sauvent, rejoignent Macron, comme Jean-Pierre Raffarin, comme Alain Juppé, qui vient d'être nommé au Conseil constitutionnel. Philippe, sont les deux vieux du Muppet Show, ça ne change pas le truc. Peut-être, mais le problème, mais ça finit de tuer les Républicains. Qui c'est Raffarin, de toute façon. Oui, c'était quand même l'ancien Premier ministre. Et puis il a préfacé un de mes livres, Jean-Pierre Raffarin. Ah, c'est ça, voilà. Bon, je me dis pourquoi l'enterrer, c'est c'est Premier ministre aussi, tout le monde. Mais elle ne m'a pas préfacé le livre. Le problème d'aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est très simple, c'est qu'il a eu réellement, lui et les gens qui sont avec lui, n'ont pas compris le mouvement des Gilets jaunes. Ça, ils ont été surpris. Ils ont découvert une France dont ils ne connaissaient même pas l'existence. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, donc je ne vais pas me répéter. Mais ils ont très bien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenu bon face aux Gilets jaunes. Ils ont fait le parti de l'ordre face aux casseurs, parce que dans l'esprit d'une France, d'une partie de la France, les gilets jaunes, les casseurs, les voyous, les racailles, les abrutis, c'est la même chose. Mais il y a toute une France qui ne partage pas du tout les buts des gilets jaunes. Les buts d'ailleurs qu'on ne comprend pas, puisque ce débat national, tout le monde a pu s'exprimer et dire tout et n'importe quoi. C'est le drame des gilets jaunes. Et l'autre drame des gilets jaunes, c'est que dans tous les cas de figure, ils vont faire le jeu. Ils risquent de faire le jeu de Macron. Soit ils font une liste, hypothétiquement, ça servira à Macron, parce qu'ils prendront des voix à tous les autres opposants de Macron. Soit ils ne feront pas de liste, mais est-ce qu'ils vont aller voter? La moitié des gilets jaunes l'ont dit, ils ne sont même plus électeurs, ils ne sont même pas inscrits. Donc ça m'étonnerait, d'ailleurs c'est trop tard maintenant pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Donc ils ne comptent pas. Ils ne comptent pas s'ils ne vont pas voter soit pour le Rassemblement national, soit pour la France insoumise, soit ratissons large. Les véritables opposants aujourd'hui à Emmanuel Macron, les autres n'existant pas, Macron l'emporte réellement dans les élections. Et c'est là où Macron est l'héritier de l'ancien système, c'est qu'il n'y a que l'élection prochaine qui les intéresse. Ils n'ont que ça dans le viseur, parce que l'élection prochaine, ça leur permet de rester au pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait depuis 40 ans. Alors avant, c'était la cohabitation. Un coup le PS, un coup l'UMP devenu les Républicains. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul parti, La République En Marche, qui voit les prochaines élections. Et les prochaines élections, c'est pas perdu pour Macron, loin de là. Michel Drac, vous entendez ça, Philippe Randa? Et je l'entends aussi, moi, il y a des gens qui me disent, mais Emmanuel Macron, il est là pour 20 ans. Mais ça peut gagner les élections. Vous avez entendu ça, des gens qui disent, Macron, on en a pour 20 ans? En fait, je suis un peu d'accord avec tout ce qui s'est dit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une analyse... Je n'ai pas dit qu'on avait pour 20 ans de Macron, parce que c'est vrai que la situation, il a peut-être mangé son pain blanc et que ça va aller de mal en pis. Les problèmes vont rester. Moi, j'ai l'impression... Enfin, je vais dire quelque chose qui ne va pas
me rendre populaire, mais j'ai l'impression, et c'est pour ça qu'en ce moment je travaille beaucoup sur la question des générations, j'ai l'impression qu'on va vers un gros clash générationnel en fait en France. Parce que j'ai l'impression que Emmanuel Macron est en train de faire une OPA sur l'électorat, disons, retraité, craintif français. Bien sûr. Et effectivement, ça fait du monde dans un pays où l'âge médian de l'électeur exprimé, je crois, avoisine 55 ans, ça fait du monde. Mais le problème, c'est que ça veut dire qu'on va dans une situation où, compte tenu de la division, effectivement, entre les opposants de Macron, pour reprendre une distinction classique, le pays légal risque de rester macroniste en quelque sorte par défaut. Pour ne pas perdre la moitié du frigidaire encore plein. Voilà, exactement. Sauf que dans le même temps, on a toute une jeunesse qui, si on continue si on réforme pas, ça va exploser, quoi. C'est évident. La génération qui, en ce moment, on regardait les âges des leaders gilets jaunes. Bon, y a des gilets jaunes, il y en a de tous les âges. Hein. Mais il est évident que la grande masse, quand on regarde les manifs et quand on regarde les leaders, ils sont tous nés dans les années 80. C'est la génération née dans les années 80. C'est cette génération-là qui est en ce moment en train d'exploser. Et derrière, à partir des années 2020, il y aura la génération née dans les années 90 et qui va s'apercevoir que pour elle, c'est encore pire. Et pendant ce temps-là... Vous avez entendu, Arnaud ? C'est encore pire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Pour reprendre la question que vous posiez, Martial, vous posez la question quelle est sa marge de manœuvre et quelle est sa volonté ? Pour moi, la réponse est super simple. La marge de manœuvre, c'est 0. La volonté, c'est 0. La marge de manœuvre, pourquoi ? Parce que c'est pas les gouvernements qui décident in fine, c'est les marchés. Et la volonté, c'est 0. Pour Macron, il ne faut pas se dire que tout se passe... Enfin, pour lui, ça ne se passe pas mal. C'est pas des choses qui sont prévues, mais pour lui, je veux dire, il réussit à faire bénéficier, comme dans le système républicain, tous ses petits amis de bonne place. Je veux dire, lui, il n'est pas trop inquiété encore. Je veux dire, pour lui, tout se passe assez bien en fait pour les gens qui sont au pouvoir. Il continue à engranger de l'argent. Leurs amis actionnaires, etc. Toute cette classe oisive s'enrichit sur le capital. Pour eux, tout se passe bien. En fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de choses à résoudre pour eux. Eux, leur seul but, en fait, c'est d'essayer de maintenir un statu quo pour continuer à s'enrichir, tout simplement. Marge de manœuvre 0. Nicolas Gauthier, on ne vous a pas entendu, c'est rare. C'est de me rattraper, mon cher Martial. C'est cadeau en fin de soirée. La marge de manœuvre de Macron, elle est réelle, mais elle ne consiste pas forcément à arranger les choses, mais à faire ce pourquoi, en fait, il a été élu. Je reviens, on parlait des missions d'Alamin qui parlait justement de ce fameux système, qu'on y mette des guillemets ou pas, ou un S majuscule ou non. Mais ce système existe, j'en suis un des représentants les plus éminents. C'est Alamin qui est dans le Figaro Magazine. Macron en est effectivement le représentant le plus capé, on va dire. Mais Wauquiez en est un lui aussi. Et Macron a dit à mi-mot, c'était dans du off, mais c'était répété assez souvent pour que je pense que c'est vrai, dit « Je suis la dernière chance du système. Si j'échoue, à ma place sera un ou une populiste. » Alors, ce qui n'obère en rien, c'est sa capacité à se faire élire la prochaine fois. Mais il y a un moment où, à force... C'est un effet de pression et de masse, à force de taper sur un... C'est ce qui se passe avec le plan de Berlin, à force de cogner sur un édifice, il finit par tomber. Emmanuel Macron, le problème qu'il y a, effectivement, on parlait beaucoup d'économie, mais la révolte des Gilets jaunes, elle a on peut faire un parallèle avec la manif pour tous. C'était deux grandes manifestations. L'une, une France assez, plutôt de la bourgeoisie catholique traditionnelle, sociologiquement assez typée. La France des Gilets jaunes, c'est celle des oubliés. C'est des gens qui sont hors statistiques. On met beaucoup d'argent dans les banlieues, rarement en Corrèze. Et ces deux manifestations n'étaient pas d'ordre économique, même si pour les Gilets jaunes, ça démarrait avec le prix de l'essence. Mais la manif pour tous, il y a une France qui sent qu'on touche au plus cœur, vraiment au cœur de ses convictions, de ce qu'il y a de plus cher, de plus fort, de plus symbolique. Et la révolte des Gilets jaunes est du même ordre existentiel. On touche non pas aux valeurs qu'on lui prête, qui sont les siennes, on touche à sa dignité. Quand Griveaux dit oui, c'est des beaufs qui fument des clopes et qui roulent le diesel, c'est une France qui est humiliée, et c'est pas en lui faisant des grands débats ou en lui assurant un point de ceci, de retraite ou de cela, c'est pas avec du mécano financier qu'on peut calmer cette colère.
Et ce qui est étonnant, c'est de voir qu'il y a une convergence, pour une fois, entre deux France qui ne devaient pas se rencontrer. Effectivement, la France des ronds-points et celle de la Manif pour tous, c'est pas la même. Ce sont des gens qui se croisent, qui vivent côte à côte, mais qui se mélangent assez peu. Et là, il y a eu une convergence. Et effectivement, comme vous disiez, Macron joue au général Bijard ou à Massu, qui est venu ramener l'ordre, avec la hantise des classes sociales dangereuses, que sont les gilets jaunes, qui sont des voyous en puissance. Mais, semble-t-il, ça marche, à mon sens, pas aussi bien que d'habitude, parce que le journal, l'hebdomadaire emblématique de cette France conservatrice, et qui vit aussi dans l'actionnariat, comme une France de CSP+, c'est Valeurs Actuelles, je pensais, il y a eu un grand dossier sur le sujet. Eh bien, c'est la première fois où je vois un journal de droite être du côté des manifestants et taper sur les flics. Généralement, c'est peu le contraire. Donc, ce qui veut dire, et même le Figaro Magazine, qui est l'autre totem de cette France-là, effectivement, semble-t-il, n'est pas tombé dans le piège macronien. Alors, qu'est-ce qui reste à Macron comme électorat ? C'est pas cette France traditionnelle, c'est la France des start-upers, c'est la France, effectivement, de Bernard Arnault, de ses purs sponsors. Ces gens sont puissants, mais ils sont pas très très nombreux. Après, il vous reste des travailleurs précaires, des start-up dans les grandes mégapoles, quelques... Et il fera un très bon score à Paris. La liste, il fera un très bon score. Oui, parce qu'effectivement, il est meilleur à Versailles. Pas sûr. Versailles, ils se sont fait avoir une fois dans ma circonscription. Je vote dans la circonscription de Jean-Frédéric Poisson, qui normalement est celle de Christine Boutin. Là, on peut mettre une chèvre catholique, elle est élue dès le premier tour. Et ben là, il est viré dès le premier tour. Alors, c'est pas une chèvre, on est d'accord. Hein. Non, c'est plutôt un costaud. Voilà. Mais que Jean-Frédéric Poisson soit humilié à un tel point par Aurore Berger, en plus, ce que le macronisme peut quand même donner de plus nigaud. Enfin, c'est pas possible de l'entendre, cette fille. Et ça passe entre Versailles et Rambouillet. Et cette France-là, effectivement, elle s'est fait avoir une fois. Je pense pas qu'elle fera avoir deux fois. Il n'aura pas la manif pour tous, et ça, c'est cette France-là. Il n'aura pas les gilets jaunes. Mais il aura Paris, et il aura... je dirais, le cadre supérieur plus. Il aura le gilet jaune à Versailles. Juste une petite question. Bien sûr, Fabien Bouglet, etc. ont mené des actions à Versailles. Ils ont même été devant le château. Bah oui. Mais il n'aura pas la manif pour tous. Et la manif pour tous, c'est exactement ce que disait mon voisin, c'est que la manif pour tous, les gilets jaunes, voilà deux populations qui sont hors les murs par rapport à... C'était la France invisible, les deux étaient une France invisible, une France qui ne comptait pas dans la réalité. La France périphérique dans ces différents essais. Et qui ont été touchés, effectivement, pas dans leur pouvoir d'achat, pas dans des grilles de salaire, mais dans ce qu'il y a de plus cher. Voilà. Arnaud Dangeau, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, mais c'est à la suite de France. Et pour finir, Macron, pour pour complaire à la gauche sociétale, on rajoute une couche sur la GPA. Alors là, la France de la manif pour tous, là, c'est... et puis tout. Voilà, tout passé... Et Chiappa et tous les autres. Oui, c'était pour revenir sur ce que Francis disait. Effectivement, il aura la France d'en haut, donc cette France qui vit dans les mégapoles qui sont, entre guillemets, les gagnants de la mondialisation, où en fait, et dans ces mégapoles, qu'est-ce qui se côtoie ? C'est les cadres, grosso modo, et les immigrés. Et les jeunes ? Et puis... Et quelques jeunes, ouais. Oui, c'est quelques jeunes, bien sûr. Mais la grande, ceux qui ont fait les écoles de commerce. Ceux qui ont fait les écoles de commerce, précisément. Vous en avez fait une école de commerce, hein ? J'en ai fait une, mais effectivement, ce qui n'aura pas, non pas du tout, ce qui n'aura pas, effectivement, c'est cette majorité de gilets jaunes, c'est ces 60% de petits blancs qui vivent dans les zones rurales, un peu délaissées. Ce sont des gens qui ne votent pas, mais peut-être qu'un jour ils vont se mettre à voter. Allez savoir. Là, vont-ils voter aux prochaines élections ? Le Macron, c'est le court terme, c'est la prochaine élection. Et une fois que celle-ci sera passée, ça sera la prochaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'ira pas plus loin. Ce qui est sûr, c'est qu'après... C'est l'ancien système. On fait la comparaison, à mon sens, un petit peu illusoire entre les Gilets jaunes et mai 68, en oubliant que mai 68, c'est 3 semaines. Là, on en est à plus de 3 mois. Et mai 68 sont des gosses de bourgeois. Là, c'est pas les écoles de commerce, c'est la rue d'Ulm, c'est Cagne et Hippocagne. Et là, on a vraiment une révolte profonde qui dure. Et effectivement, d'une France qui ne vote pas, mais il n'est pas impossible qu'elle se mette à voter. Mais c'est trop tard pour cette année. Ils ne sont pas inscrits, la plupart ne sont pas inscrits. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. On verra. L'espoir fait vivre. Michel Drac, vous avez entendu l'ensemble de cette discussion. D'aboutir l'illusionniste, finalement, le clap de fin, c'est pas forcément pour le mois d'avril. Je pense que son destin va se jouer surtout dans la prise de décision des gens qui l'ont fait roi et qui peuvent décider de le découronner. S'ils estiment que la cartouche a été tirée et que c'est pas la peine de récupérer la douille.
Mais même on lâché Giscard, qui était un jeune Macron en son temps, et ils ont tous rebasculé chez Mitterrand. Hein. Voilà, sans aucun problème. On va voir ce qui va se passer, mais... Bon, enfin, vous ne le voyez pas à 82 ans, chaise roulante, encore candidat pour un 5e mandat. Je pense qu'honnêtement, quand il aura 82 ans, la 5e République, je suis curieux de voir, quoi. Eh ben, buvons. Allez, Macron, l'éternel chouchou des bobos. Et là, c'est Rodrigue, c'est monsieur Rodrigue, je ne sais plus comment ça s'appelle. Rodriguez, voilà, celui qui a été éborgné. Macron, l'éternel chouchou des bobos, mais pas l'idole des jaunes. Voilà, ça c'est bien. Discours discordant. Macron dit l'Europe, 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 et Rodriguez dit le RIC, le RIC, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Si vous n'avez pas entendu parler de cela, eh bien je vous invite à regarder le précédent Bistro Liberté avec Philippe Pasco, qui en est un des défenseurs. Macron et le débat national, il cause bien, mais il coach mal. C'est un mauvais coach. Voilà, merci énormément à Ignace. Merci à notre public adoré d'être venu ce soir encore en masse, aux jeunes de la cocarde étudiante qui sont partout présents maintenant. Je vois dans toutes les universités, ils sont de plus en plus en train de tracter. Je regarde ça sur Twitter. Alors, je me suis mis sur la cocarde étudiante. Tous les matins, ils sont en train de tracter, y compris sur les universités, je croyais, les plus gauchistes, mais qui finalement, ils y ont un accueil sympathique. Mais aussi, il y a des très jolies militantes. Enfin bon, passons. Alors, et puis, stop, parce qu'on est proche du 8 mars, attention, hein, ne déconnons pas. Mesdames et messieurs, je vous ai tout dit, j'ai pas encore remercié les sociétaires, bien évidemment, Arnaud Danjou, qui c'était un baptême du feu, en ce temps de carême. D'ailleurs, un salut à tous ceux qui ont pris le chemin de la conversion et qui vont avancer vers Pâques. Ce sont les ghost news dans la grande presse, personne ne parle du carême. Alors moi, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de le faire. Après tout, pourquoi pas? Bon carême au cateau. Et puis aussi, n'oubliez pas d'acheter le défi. Alors ça, c'est écrit par Philippe Randa. C'est l'épopée des 5 années de TV Liberté, des 5 premières années de TV Liberté. Comment on a pu mettre comme un petit poussé de l'audiovisuel un gros caillou dans la grosse botte de la grosse presse. C'est dans le défi et c'est en vente sur le site tvliberté.com. Merci Michel Drac. Bravo d'être venu avec nous. C'était un plaisir. On se retrouve, dans 2 semaines. À tout de suite. À bientôt.